Chai latte. Cannelle dans la tasse et chaos dans la tête. Chai latte. On rit un peu fort pour oublier qu'on doute peut-être. Salut, bienvenue. On se retrouve pour un nouvel épisode de podcast Chai Latte. Le thème à chaque fois, c'est ma première fois. Cette fois-ci, c'est ma première rupture amoureuse. Oh waouh. Sujet touchy. Sujet touchy. Et c'est vrai que quand on dit ma première fois, bon, il y a plein de choses qui viennent en tête, mais on va penser rapidement à ça, hein, ma première rupture amoureuse. C'est aussi, on parlait des parents qui forgent un petit peu le caractère pour la suite, mais la rupture amoureuse, c'est aussi ce qui forge ta personnalité. Mais tellement. Ouais. Moi, franchement, ma première rupture, vraie rupture, on va dire, c'était mon premier amour. Mais j'en ai chié pendant 2 ans à oublier, parce qu'en plus, laisse tomber l'histoire, mais c'est grâce à ça, j'ai envie de dire grâce à ça, je me suis dit, non mais attends, je suis pas une victime, quoi. Et donc du coup, tu vois, pendant 2 ans, je me suis dit, non. Et j'arrêtais pas de penser à ça, c'était des pensées qui revenaient sans cesse. Parce que moi, j'avais vraiment vécu la trahison, hein. En fait, il m'a trompée avec une très bonne amie à moi. Ah ouais. C'est dur, ça. Ça, c'est hyper dur. Parce que du coup, tu vis la rupture amoureuse et puis tu vis la rupture amicale. Et je crois que le pire, ça a été la rupture amicale. Ouais. C'est ce qui a été le plus dur. Je suis d'accord sur la rupture amicale, c'est... Et pendant 2 ans, qu'est-ce qui tournait dans ta tête comme ça? En fait, ce qui s'est passé, c'est que déjà, avant qu'il y ait cette rupture, moi, j'étais très, très amoureuse. Mais j'étais une drama queen. C'est-à-dire que je vivais tout avec intensité. C'était l'amour de ma vie. Je ne me voyais pas sans lui. J'avais 17 ans. 16-17 ans à l'époque. Et en fait, j'ai vraiment vécu ça dans le drama. C'est-à-dire que tout m'éraflait, quoi. Tous les manquements qu'il avait envers moi. Et je pense que j'étais plus amoureuse que lui. Et en fait, il y a un truc qui m'avait maintenue un peu à distance de lui quand même, c'est que je m'étais dit que je pourrais pas le présenter à mon père. Voilà. C'est ouf, ça. Tu sentais. Oui. Tu savais. Je le sentais. C'était un gentil garçon, mais il faisait des trucs pas trop bien. Et je me suis dit, je ne peux pas présenter ce garçon à mon père, mais j'étais quand même très amoureuse. C'était vraiment de la passion, quoi. Et en fait, à un moment donné, en réalité, je vous ai raconté ça, mais c'est pas comme ça que ça s'est passé. C'est que c'est moi qui ai mis un terme à cette relation parce que je savais, il y avait des trucs chelous avec cette amie. Et bon, ça avait rajouté des couches pour moi en me disant, bon, de toute façon, il n'est pas fiable. Et en fait, je l'ai quitté. Et derrière, il a été avec cette fille-là, avec qui il est resté des années. Ils ont même eu un enfant ensemble. D'accord. Aujourd'hui, ils sont séparés. Okay. Mais je le sais parce que lui est resté... malgré tout, j'avais de l'affection pour cette première histoire d'amour. Non pas pour lui, mais pour celle que j'étais. En fait, la fille amoureuse que j'étais. Ouais. J'ai beaucoup d'affection pour moi. Époque. Et en fait, voilà comment ça s'est fini. Mais j'ai mis 2 ans, donc du coup, à penser à ça quotidiennement. En fait, à penser à la trahison, à penser à ce qu'il m'avait fait, mais surtout à ce qu'elle avait fait envers moi, finalement. Et bon, après, l'histoire veut que ils sont restés ensemble 10 ans et que c'était probablement leur destinée aussi. Mais moi, j'ai souffert vraiment. Je me suis sentie tellement trahie. Je pense que ça a remis en question celle que j'étais aussi. Je me suis sentie dévalorisée. Je me suis dit, en fait, j'ai pas été celle qui a été choisie. Alors qu'en réalité, si je décompose le truc, même si je pense que j'étais plus amoureuse de lui que lui de moi, en fait, c'est moi qui l'ai quitté. Mais j'ai pensé à lui quotidiennement. Et je me rappelle, c'était l'année de mon bac. Et je me suis dit... Je suis pas une merde, ok? Alors que je me sentais vraiment comme une merde. Tu t'es auto-persuadée. En fait, je me suis dit, non, tu sais quoi? En fait, on t'a manqué de respect, on t'a fait du mal. Tu souffres. Mais en fait, soit t'es une victime, soit t'es une meuf qui déchire tout. J'ai choisi d'être une meuf qui déchirait tout. Voilà. Mais tu vois, c'est chou parce que tu as dit j'ai beaucoup de compassion pour la fille que j'étais à ce moment-là, la fille amoureuse que j'étais. Ouais. Je crois que quand tu te sépares de quelqu'un, ce qui est difficile, c'est que tu dis au revoir à une version de toi-même. Ouais. Enfin, tu crées un peu une identité relationnelle. Genre, quand
je suis moi, mais je suis moi avec toi. Et quand ça part, ben, t'as plus ce miroir, tu sais plus très bien Ouais, on est où, qu'est-ce qu'on fait, Qui tu es. ouais, qui tu es même. ouais, carrément. Carrément. Tu as répété 2 fois le fait que par rapport à l'amour, tu disais moi je l'aimais plus que lui. Ouais. Est-ce que vous pensez qu'automatiquement l'un aime plus que l'autre à chaque fois pour que ça marche par exemple? Ouais, je pense J'ai que... quand même cette sensation, moi, ouais. Oui, et puis après, sur des couples qui durent, ça varie. C'est-à-dire qu'à un Mm. moment donné, il y en a un autre qui prend un peu plus le lead et inversement. Mais je pense que c'est rarement pile poil au même niveau. C'est jamais 50-50. Ouais. 80-20, 70-30. Et c'est pas malsain? Bah, Non, je crois que c'est assez humain, c'est naturel. Bah, nous aussi, on vit des vagues. Il y a des moments où on a besoin de plus de soutien, d'autres moments où on est plus apte à soutenir. ouais. Et des fois, on a moins envie, d'autres où on a plus, et l'autre, il tient. Je crois que c'est assez... Et après, je pense que peut-être le rôle du couple, c'est d'arriver à une proportion plus fine de différence. Tu vois, par exemple, 45-55 ou Mm. Mais 48-52. toujours une différence quand même pour autant. Bah, Ouais, je pense. ouais. Peut-être qu'il y a des moments où on s'aligne, hein, mais je crois que c'est difficile de rester tout le long Ouais. Avec comme ça, hyper l'amour. aligné. ouais. Et est-ce que tu sens, Cinzia, du coup, par rapport à cette histoire, que c'est quelque chose qui t'a forgé aujourd'hui Ah, dans le waouh. sens où, ouais, Ah ouais. c'est devenu un peu. Non, mais moi, je suis devenue quelqu'un d'autre. En fait, déjà, j'ai compris comment fonctionnaient les hommes. C'est-à-dire, Ah bah là, en fait, là, j'ai compris que je ne pouvais... Moi, je suis une amoureuse de l'amour. Donc, en fait, je suis une passionnée. J'aime aimer et j'aime l'amour et j'aime qu'on m'aime, quoi. Donc, du coup, j'avais un peu ce côté innocent face à l'amour. Et en fait, là, direct, ça m'a mis une grosse tarte dans la tête et je me suis dit, bon, ok, si tu veux t'en sortir dans la vie, ça ne peut pas être aussi naturel que ce que tu pensais. Les relations, c'est pas... on a envie que ce soit naturel, que ce soit fluide, mais en fait, on est obligé à un moment donné de, de comprendre ce qu'on veut, de comprendre ce dont on a besoin et pas se laisser submerger par nos peurs, nos manques, qui font qu'on va aller dans des relations un peu biaisées. Donc du coup, il a fallu que je travaille sur moi-même derrière cette histoire. Je pense que j'ai pas été la meilleure des chéries après cette histoire. Parce que du coup, il a fallu que je répare quelque chose. Non pas en faisant du mal aux autres, mais peut-être en étant un peu plus centrée sur mes besoins et moins sur celui de l'autre. Et puis, bon, il s'est passé du temps, mais après, j'ai rencontré le père de ma fille. Et là, bon, ça a été encore une autre histoire. Mais ça a forgé beaucoup de choses dans ma vie, mon caractère, ma façon d'être, savoir ce que je voulais donner, savoir ce que je voulais recevoir aussi. Et puis je pense que je suis devenue une femme meilleure. J'étais un bébé, en fait, quand ça s'est passé. Et d'ailleurs, chose très bizarre avec ce garçon. En fait, pour tout vous dire, ce garçon, je l'avais rencontré 4 ans auparavant, dans le bus. Moi, j'allais au collège, et je prenais le bus pour aller au collège. Lui était dans un autre collège. Et j'avais vu ce garçon, et je m'étais dit, lui, ce sera l'homme de ma vie. Bon, j'étais un peu... Non, mais non, j'étais un peu une loveuse. Hein. Mais t'as eu un coup de foudre. Ouais. Et je l'ai croisé 2 fois. Et je devais avoir, je sais pas, 12 ans, 13 ans. Et je ne l'ai plus jamais revu. On n'habitait pas loin l'un de l'autre, mais je ne l'ai plus jamais revu. Et un jour, j'étais au lycée et je passe devant un autre lycée. Je vais à l'hôpital voir un pote qui s'était blessé. Et en fait, je croise une amie du collège et je lui dis « Oh là là, tu sais, le mec qui est derrière toi, donc qui était dans son lycée à elle, le mec qui est derrière toi, c'est l'homme de ma vie. » Je dis ça en rigolant. Et elle me dit « Ah oui, un tel et tout. » Et donc, en fait, derrière, lui m'avait vu, lui a demandé mon numéro. Et on s'est vus comme ça, donc c'était déjà une histoire improbable. Et sachez qu'après, donc on habitait vraiment à 3 rues l'un de l'autre, quoi. Et quand ça s'est fini, je ne l'ai pas revu pendant des années. Et en fait, j'ai dû le recroiser 3 fois dans ma vie derrière. Et à chaque fois que je l'ai croisé, je le savais le matin même. Truc de ouf. drôle. Tu savais que t'allais le croiser. Ouais. Alors que rien ne nous prédestinait à nous recroiser. Et dans des endroits complètement improbables, quoi. C'est très, très beau. Franchement, c'est beau ces histoires-là et ça a dû aussi forger ton rapport à l'amitié, mine de rien. Mais Ellie, Ouais. et moi je suis intéressée aussi par ton histoire. C'est quoi ta première rupture amoureuse ou celle ou du moins qui t'a le plus marqué? Moi, je crois que la rupture la plus difficile, c'est quand il n'y a pas de méchant. Ah waouh, c'est clair.
quand il n'y a pas de méchant dans l'histoire et qu'en fait, personne n'arrête d'aimer, mais on arrête juste de pouvoir avancer ensemble et de pouvoir d'accepter sa propre décision et de s'y tenir. Alors qu'en fait, il y a des choses qui vont très bien et tu sais, tu te dis même, mais pourquoi je prends cette décision? Pourquoi est-ce que je suis sûre? Et tu te remets en question et puis t'as l'impression de culpabiliser alors qu'en fait, c'est les deux. Hein. Il y a des retours en arrière. Ouais, aussi, il y parfois. a comme des retours en arrière, mais en fait, j'ai l'impression que tu sais, le deuil, enfin, et je pense que c'est partout quand on dit la guérison, elle n'est pas linéaire. C'est un peu ça, en fait, c'est un peu une spirale, tu sais. T'as l'impression, tu te dis, ah là c'est bon, je sens que ça va bien, etc. Et tout d'un coup, je sais pas, tu te réveilles un matin, et même dans la même journée, le matin t'es au top, à midi tu pleures, et le soir t'es en colère, et tu sais pas pourquoi ça tourne comme ça. Et à chaque fois, t'as l'impression que t'as avancé, quand tu dis, ah là ça va mieux, t'as avancé. Et puis tout d'un coup, la semaine d'après, tu te dis, on recommence à zéro, pourquoi? Et en fait, je me rends compte que tu recommences pas à zéro, mais à chaque fois, tu revisites la douleur depuis un autre endroit. Et, et peut-être que le but, c'est tourner autour de cette douleur jusqu'à que ce soit plus le centre et qu'elle fasse plus mal comme ça. Mais je trouve que c'est vraiment sournois comme expérience à vivre parce que c'est pas toujours logique en fait. C'est pas, des fois, si t'écoutes à ta tête, tu te dirais, bon ben, bah c'est bon, enfin, tu vois bien qu'il y a tous les ingrédients, ça marche, c'est cool, machin, mais il y a un truc plus fort que toi que tu peux pas maîtriser. Et c'est là que c'est difficile de juste écouter cette petite voix intérieure qui parle, qui chuchote, malgré l'autre qui est en train d'hurler tout le temps, et juste la faire taire et t'écouter vraiment. Et ça, je trouve que c'est compliqué de le faire sans culpabiliser et toujours sans vouloir blesser l'autre. Parce que du coup, je pense que quand on se sépare comme ça, t'as toujours envie que ça se passe bien pour tout le monde. Et moi, j'ai même envie d'épargner la douleur à l'autre, tu vois. J'ai envie de passer la mienne, mais j'ai aussi envie que l'autre, il passe pas la sienne. Et on ne peut pas tout enlever à tout le monde. Comment t'arrives, Élie, à ce moment-là, quand tous les deux, voilà, il n'y a pas de méchant, quand tous les deux, vous êtes en bons termes, mais il n'y a plus forcément d'amour ou de chemin qui soit commun. Comment est-ce que c'est possible, du coup, de ne pas revenir l'un à l'autre? Est-ce que ce serait la facilité, mine de rien? Bah, je sais pas, parce que peut-être qu'il y a vraiment des gens qui sont destinés à se retrouver comme ça après. Je crois qu'il n'y a pas de truc, je crois qu'il n'y a pas de juste ou faux là aussi. Et puis parfois, peut-être qu'il faut réexpérimenter, refoncer dans le truc pour voir vraiment ça marche pas. Ou alors, ok, en fait, on a réussi à faire autrement. Mais comment on fait pour. Je crois qu'il faut s'écouter très fort et puis il faut s'autoriser à vivre sa douleur. Moi, à chaque fois, je me disais, mais pourquoi faut vraiment traverser ça? Et en fait, je crois que le but, c'est pas juste se dire, ok, un jour, il y a un jour qui va arriver, je vais me dire, bah ça fait plus mal, mais juste se dire, ben c'est là, mais c'est plus aussi douloureux. Mais que ça fasse plus jamais mal, je sais pas. Après, moi, comme toi, je suis une amoureuse de l'amour, j'aime aimer, j'aime qu'on m'aime. Et ça aussi, ça fait partie de l'histoire d'amour, finalement. Donc, je le diabolise pas. Mais c'est vrai que c'est à expérimenter, c'est... Ouais, mais surtout, tu vois, moi, là où je pense que tu as vraiment raison, c'est que quand il n'y a pas de coupable, parce que quand il y a un coupable, si tu es la victime de ce coupable, tu peux avoir de la tristesse et de la colère, mais c'est de l'énergie que tu vas mettre à disposition pour pouvoir t'en sortir et puis passer à autre chose. Tu peux l'utiliser comme ça, en tout cas. Mais quand il n'y a pas cette énergie qui est là, qui impulse la séparation, c'est juste que c'est fini, tu vois, que le temps enfin, que l'histoire a vécu le temps qu'elle devait être vécue. Putain, je n'arrive plus à parler français. C'est ça. Mais en tout cas, que l'histoire arrive à sa fin, je trouve qu'effectivement, c'est beaucoup plus dur de pouvoir tourner le dos et dire ok, je passe à autre chose. Il faut se rappeler en fait le pourquoi, je pense, pourquoi ça s'est terminé. Alors pas qu'il y ait de vraiment
truc difficile dans tout ça, mais vraiment se rappeler que, voilà, en fait, mon quotidien avec cette personne, il ne me plaisait plus finalement, que j'ai pu forcément, et puis se revoir dans les contextes, j'ai plus forcément envie de me réveiller à côté de cette personne, on n'a plus forcément de choses à partager parce que plus forcément les mêmes centres d'intérêt. Et voilà, comme je disais, on n'a plus le même chemin, c'est-à-dire que moi, je prends un chemin qui est totalement différent des envies de cette personne. Donc, se rappeler un petit peu le pourquoi on s'est séparés aussi pour pas sans cesse se dire, mais en fait, cette personne... parce que souvent, on a tendance à oublier le négatif quand le temps passe, et du coup à se dire mais qu'est-ce que j'ai foutu, en fait je m'auto-sabote, qu'est-ce que je fais et se rappeler un petit peu se revoir en fait, et se dire bon bah là, si on se remettait ensemble, ok, est-ce que je me vois là demain et on s'imagine à nouveau les scénarios, les discussions, tout ça, et là rapidement on se dit non, clairement non, ça marchait plus, c'était fini, ça aide. Mais comme tu dis, en fait, on oublie, on peut finir par oublier, mais je crois que le plus important à ce moment-là, c'est juste de revenir à soi, pas à nous, qu'est-ce qu'on aurait pu être, parce que ça aussi, c'est un deuil de... En fait, tu fais le deuil de tout ce qui n'a jamais eu lieu, tous les projets, toutes les projections que tu avais imaginées, et tu sais pas si ça aurait existé un jour ou pas, mais tout ça, en silence, t'étais quand même en train de les habiter, et du coup... dans un coin de ta tête, ça existait. Et il faut pas juste dire au revoir à la personne qui était avec toi tous les jours dans ton quotidien, avec qui tu avais des habitudes, etc. Mais à tout ce que tu avais préparé pour la... Préparé, j'en sais rien, mais à tout ce que tu avais imaginé. J'imagine que si tu arrives à te projeter avec quelqu'un, c'est quand même que il y a... l'avenir, c'est avec, tu vois. Et je crois qu'il faut juste revenir à soi, sans forcément essayer de se rappeler pourquoi on n'est plus avec, mais juste, ok, qu'est-ce que je peux faire moi pour m'occuper? Ok, là, je me sens pas bien, il faut que je traverse, je sais pas, cette émotion, cette tristesse. Des fois, c'est horrible, des fois, on a envie de mettre sur pause. On éteint la machine, stop, je veux plus sentir. Mais je crois qu'il faut le ressentir, justement, et il faut revenir à soi. Il faut penser à soi, il faut faire des trucs pour soi, sans se dire, j'aurais pu le faire avec l'autre, l'autre, j'aurais fait comme ça, l'autre, là, il m'aurait pris dans ses bras, l'autre m'aurait... faut désacraliser, en fait. Ouais. Il faut tout déconstruire. Il faut déconstruire tout ce que tu avais construit avec cette personne, parce qu'en plus, même si tu veux construire avec quelqu'un d'autre, tu vas le construire depuis un autre endroit. Donc, ce sera pas du tout la même chose. Donc, ça, c'est... Ouais, vraiment revenir à soi. Et ça, c'est compliqué quand on a des pensées qui obsèdent et on est tout le temps... En fait, on en parle beaucoup, et j'avais posté ça il y a plusieurs années sur Sister Conseil, mais c'est vrai qu'on dit qu'il y a 3 amours, qu'on a 3 amours dans la vie. Donc le premier qui est destructeur, le premier qui est le premier amour, le deuxième qui est destructeur, et le troisième qui est l'amour pour la vie. Ouais, du coup, moi, je me demande si l'amour de ta vie, c'est peut-être pas l'homme de ta vie. Peut-être qu'il y a des gens pour qui c'est le cas. Hein. L'amour de ta vie, c'est pas forcément l'homme de ta vie. Oui, c'est intéressant ce point de vue-là. Ouais. Je sais pas si c'est le cas ou pas, j'en sais rien. Mais je crois que l'amour de ta vie, il vient vraiment foutre un coup de pied dans tout. Il t'allume l'âme, tu fais des folies, tu te prends pour... Tu veux dire que c'est pas le dernier, je pense que ce serait le deuxième. Le deuxième, mais le deuxième, il est destructeur. Mais justement, parce que pour lui, tu vas au feu. Mais pour le premier aussi, tu penses pas? Ouais, le premier, mais je pense que du coup, on est plus jeune, c'est plus doux. On le voit depuis autre chose. Pardon, pas du tout. En plus, je dis ça alors que mon premier amour, c'est... Moi aussi, c'était un coup de foudre. C'est plus doux maintenant qu'on a le recul. Oui, exactement. Exactement. Mais je me vois avec... En fait, je me vois avec mes yeux d'enfant à ce moment-là. J'avais entre mes 14 et 18 ans. Pareil, coup de foudre. Amour de ma vie, je pense que je l'aimais plus aussi que lui au départ. J'ai clairement provoqué le truc. Et oui, j'ai souvenir avec du recul que quand ça s'est terminé, mais là je ris, mais c'était horrible. Vraiment, je pensais que j'allais pas m'en remettre et que ça allait jamais passer. Mais tu penses que tu vas mourir à ce moment-là, Tu penses que tu vas mourir. En fait, tu vois, tu vas continuer à vivre, à retourner en cours, aller travailler, etc., tout en étant décomposé à l'intérieur. Et les gens te diront, ça va passer. En plus, c'est un amour qui est un amour qu'on revivra plus jamais. Non. C'est vraiment un amour... Heureusement. Oui, on fait l'expérience de l'amour. Mais vous savez que c'est drôle parce que je suis aussi une amoureuse de l'amour. Sans blague. Et mon premier amour, il s'appelait Karl. Enfin, il s'appelle Karl, il est toujours de ce monde. Et c'est drôle parce que c'est exactement... Salut Karl. Salut Karl.
Et on est en très très bons termes. Et c'est drôle parce que je lui ai dit, je lui ai pas dit, il savait pas que j'étais enceinte et tout. Et en fait, c'est comme si toute notre vie, on s'est demandé si on finirait ensemble. Et là, un jour, je sais pas, je pense que ma fille avait 2 mois peut-être, et je lui envoie une photo de ma fille en disant, j'ai quelque chose à te dire parce que c'est toi. Parce que c'est toi. Bon, c'est un peu la chanson Axel Red, tu sais, parce que c'est toi. Nanana. C'est vraiment ça. Et parce que c'est toi, il faut vraiment que je te l'envoie. Et là, il m'envoie une photo et c'est incroyable avec une femme. Et il me dit, je viens de me fiancer. Je te l'envoie parce que c'est toi. Oh, wow. Et C'est c'était trop Vous avez chou. une belle relation. oui, non, mais Ouais. Karl, c'est vraiment mon premier amour et mon premier amour pour la vie. Enfin, ça m'a marqué, mais c'est comme si à ce moment-là, on avait l'histoire, elle était vraiment, le premier amour était vraiment clôturé, euh, comme si on se disait, bon, bah, pour le coup, on finira pas ensemble. On a fait notre vie chacun de notre côté. Et pourtant, hein, attention, hein, parce qu'à l'époque, donc moi j'habitais en Afrique du Sud à ce moment-là. Pareil, je pense, je sais pas trop quel âge, 14, 15, 16, 15, je crois. Et, euh, c'est drôle cette histoire parce que j'arrive en retard le premier jour de la rentrée. Je dis à ma mère, mais maman, on est nouveau, c'est horrible, pourquoi on est en retard et tout. Mais on devait aller voir le CPE et tout, voilà. Et donc là-bas, c'est trop beau, tu sais, t'es quasiment dehors en cours, tu sais, des bungalows, tes classes, la terre elle est rouge dehors, enfin c'est magnifique. Euh, il fait chaud et tout, et là j'arrive dans la classe et je me souviens, je le vois et je me dis c'est lui. Ah, ouais, ouais. Genre T'avais je quel âge? l'aime. Mais je pense que j'avais 14-15 ans. Mais on est trop C'était... chou. Franchement, Ouais, on ouais. se prend pour je sais pas qui à Mais oui. 14 ans. On croit qu'on va refaire le monde. Moi, je pensais que c'était l'homme de ma vie. Moi, Mais j'étais sûre. sûre et certaine. Mais tu sais, jusqu'à encore récemment, et je pense que si j'étais pas. Là, lui, il habite à New York, et plein de fois, il m'a dit, viens à New York, on essaye et tout. Et en fait, je sais pas ce que j'ai avec New York. À chaque fois, mon ex aussi, juste après au Mexique, il m'a dit, rejoins-moi à New York, et j'ai jamais été. Je pense que j'ai un truc avec New York. Je le vois comme impossible, inachevable, impossible d'y aller. Donc, je vais jamais les rejoindre finalement. Faut pas me demander d'aller à New York. Et. Mais lui, il m'a fait un mal. Mais c'est-à-dire que quand je parle de l'Afrique du Sud et de Karl à ma mère, donc mes parents l'adorent et tout, il n'y a pas de souci. Mais pour elle, elle se dit, mais t'as tellement souffert. Attends, mais pourquoi t'as souffert? Qu'est-ce qui s'est passé Il du m'a coup? trompée de tous Ah les oui. côtés. Oh, waouh. Il m'a surtrompée. Ah. C'était un don Juan, un vrai don Juan de ces dames. Et je me souviens que j'avais mal au cœur tout le temps. Je pleurais un jour sur deux. Un jour sur deux, j'allais jouer chez lui. Il y avait toute sa famille, je me souviens. Et on partait chez lui. On allait à la piscine et tout. Enfin, c'était trop bien avec tous ses frères et sœurs. Euh, Attends, donc toi, t'étais l'officiel. Ouais, bah, carrément. Mais c'était à l'école, c'était Karl et Tiffen. Ah oui. C'était, mais jusqu'à encore maintenant, quand on J'imagine parle trop de Beverly nos Hills. groupes, c'était ah oui, oui, c'était nous deux, quoi. C'était l'amour. Mais pour autant, vous voyez, j'ai l'impression aussi que je l'aimais plus que lui il m'aimait. Mhm. Et un jour, on est rentré de la piscine, mais de la piscine pas loin de l'école. Tu sais, on va à la piscine parfois en groupe scolaire avec le bus et tout, l'horreur. J'avais mes règles trois fois par mois. Tellement c'était horrible. C'est dur pour les Ah, filles. c'est Mm. hyper dur. Et puis on rentrait de la piscine et là, je me souviens, j'ai Diane et Xavier, les meilleurs amis de Karl, qui me disent, bon, en plus je dis les noms parce qu'ils parlent même plus français, je pense. C'est des amis en Afrique du Sud, ils parlaient français le temps de l'école. Aujourd'hui, ils parlent plus français, donc je peux dire les noms, même s'il n'y a rien de méchant. Ils ont dit, il est vraiment amoureux de toi, Karl. Et là, je me suis dit, alors que ça faisait longtemps qu'on était ensemble déjà, Et même c'était vraiment, pas acté? c'est pas possible. Non, 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 non. En fait, c'est comme si il fallait que je mérite son amour pour moi. Je le mettais sur un piédestal, mais encore aujourd'hui, je le trouve tellement impressionnant, tellement beau, tellement. Oh, il est incroyable, Karl. C'est mon premier amour. Donc vous voyez, je regarde en haut quand je parle de Mhm. lui. C'est Karl, quoi. Pourtant, il m'a fait les pires crasses, hein. Et je parle plus à mes copines qui se sont tapées Karl. Mais à Karl, oui. Karl, oui. Ouais, mais tu vois? C'est bizarre, Ouais, hein. c'est très bien. Mais je pense que. Mais c'est des grands professeurs, hein, les relations, finalement. Je trouve que on diabolise un peu parfois la douleur qu'on traverse, mais t'es Ouais, plus jamais la même personne c'est sûr. après. Tout ce que ça t'a apporté, tout ce que t'as appris, toutes les premières fois, du coup, quand c'est le premier amour, surtout. C'est ça. Enfin, tout ça, tu peux pas l'enlever. Je crois que c'est... En fait,
guérir d'une rupture, entre guillemets, c'est pas oublier, c'est plus accepter que la relation, elle a compté, avec tous les apprentissages qu'elle t'a apportés. Et puis souvent, on dit pour la suite, pour se remettre avec quelqu'un, il faudrait guérir, etc. Ok, mais moi, je crois qu'on guérit aussi avec l'autre, et parfois plus vite, parce que c'est tout de suite des miroirs on rencontre jamais les gens par hasard, on n'attire pas les personnes pour rien. Merci. Elles viennent toujours nous apporter quelque exactement. chose. Peu importe que ce soit agréable ou que ce le soit moins, même si on pense que c'est injuste, elle vient forcément te mettre face à quelque chose que tu dois travailler. Donc ça va juste plus vite et parfois ça fait plus mal parce que c'est une grosse claque. Et comment savoir si tu es guéri en étant seule comme ça Ah oui, tant que t'es pas confronté. Tant que t'es pas confronté Mais après, à tes démons, entre guillemets. chaque rupture, c'est une vraie mutation en fait. Ouais, complètement. Et il y a une perte de repère totale. ouais. Ensuite, qu'est-ce que je fais ? Et après, il faut comme... Ouais, j'allais dire, c'est comme si ta base, elle s'était toute écroulée, alors que t'as quand même ta base à toi. Hein. Mais et en plus, selon peut-être tout ce que t'as construit avec cette personne, forcément, il y a un moment où tout tombe et tu te dis, ok, et moi tu vois le rayon, et je suis au milieu. Enfin, tu sais plus par où tu vas. Et puis maintenant, ça a plus d'intérêt. Et maintenant, ça, c'est plus intéressant. Et si je vais là-bas, c'est là où on allait. Et cette musique, et cette odeur. Enfin, c'est tes repères. C'est partout, tout le temps, tu vois. Donc, je crois aussi quand ça s'adoucit, quand c'est moins douloureux d'aller dans certains endroits, quand de le croiser, ou quand on parle aussi, c'est que ça s'adoucit un petit peu. Et moi, je pense que ça peut faire mal encore très longtemps après, même quand tu penses que c'est bon. Parce qu'il y a des trucs qui remontent et que justement, après, d'autres personnes vont venir réveiller des choses ils vont peut-être venir guérir des choses qu'ils n'ont pas cassées, eux. Là, on parlait, les filles, de l'amour en général, de la rupture amoureuse en général. Nous, on a parlé de notre premier amour. Toi, il est plus mature, donc c'est pas ton premier amour dont tu nous parles, mais c'est ta rupture la plus douloureuse. En tout cas, je trouve que donc le premier amour, ok, c'est une chose comme on en parle. Le deuxième amour, si on dit destructeur, ça peut être aussi destructeur dans le sens vraiment la personne te détruit. C'est une personne parfois qui est très nocive et qui peut être, ça peut être une histoire qui est très compliquée et qui peut aller loin parfois. Donc pour les personnes qui nous écoutent aussi et qui ne savent pas comment s'en remettre, même après 20 ans parfois. Ça mais là, passe de pas nouveau, comme ça. je crois que c'est dur à entendre, hein, mais je crois qu'on revient à la question de la responsabilité. Oui, l'autre, il est responsable de nous avoir fait mal, mais je suis responsable de ce que je fais de cette douleur. Et je sais que c'est relou à entendre et que à chaque fois, c'est la même chose. C'est comme ces histoires de avec le temps, tout va passer. Mais je crois que c'est vraiment ça. Enfin, au bout d'un moment, il faut, comme je te disais, revenir à soi. Et là c'est toi, il n'y a que toi qui a ça dans les mains. Personne ne va le faire à ta place. Donc tu décides. Et tout comme je pense que c'est sain aussi de se dire... moi là je suis au bout du rouleau et j'ai envie de rester au bout du rouleau parce que j'ai envie de vivre ça le temps que j'ai envie de le vivre, mais tant que tu sais qu'à un moment donné, moi par exemple je suis assez comme ça, je ressens les choses très intensément et j'ai besoin de les vivre intensément et je sais que je vais me couper du monde et que je vais faire mon ermite pendant un temps, mais je sais aussi quand ça commence qu'il y aura une fin. Je sais, avant que ça commence, je sais qu'il va y avoir une fin. Mais ça, c'est quand, je sais pas, je me mets pas de délai. Mais je sais qu'il y a un moment, je vais me dire, ok, voilà, c'est bon, on a pleuré, on a compris ou pas, on a tourné les choses dans tous les sens, mais maintenant, il faut faire quelque chose. Et là, c'est toi. Tu le sais de par l'expérience, de par ton vécu. Tu sais qu'à chaque fois que tu te retrouves dans une période comme ça, en down, en ermite, tu vas ressortir de ton cocon. C'est vraiment mon mode de fonctionnement. Mais la première fois que ça t'est arrivé, que tu as eu un moment comme ça de down, là, tu t'es dit, qu'est-ce que je vais faire ? J'ai cru que j'allais mourir. Ouais, c'est ça. J'ai cru que j'allais mourir. Mais franchement, moi, il y a un truc que j'ai fait, pas pour la première, parce que c'était différent pour cette rupture-là. Je me suis servi de la colère et de la tristesse que j'avais pour avoir mon bac, alors que j'étais 6 pieds sous terre, pour faire plein de choses, faire de belles choses aussi. Mais sinon... Il m'est arrivé d'avoir une rupture qui a été douloureuse, mais parce qu'on était arrivé à la fin de l'histoire. Et c'était une très belle histoire. On a vécu de belles choses et juste, on arrivait à la fin. Et en fait, je savais que ça allait être très compliqué pour moi de repasser à autre chose et de
ravoir une autre histoire avec quelqu'un d'autre, parce que j'avais mis cette histoire sur un piédestal. Et ce que j'ai fait pour pouvoir me permettre de me libérer de cette histoire, c'est que j'ai désacralisé tout ce qu'on avait fait ensemble. Et en fait, on a peur de faire ça parce qu'on dit oui, mais elle est tellement importante cette histoire. C'est-à-dire? Eh bien, tu vois, typiquement, les restos où on allait, où j'allais qu'avec lui, eh bien, j'y allais toute seule, me boire des verres, manger, ou avec des copines. Alors que ça me brisait le cœur au début, parce que je me disais, mais en fait, c'est tous ces souvenirs qui sont liés à lui. Faire des activités que j'avais l'habitude de faire avec lui. Et en fait, j'ai volontairement désacralisé l'histoire. Et aujourd'hui, j'ai un très beau regard sur cette histoire, mais elle n'a plus l'emprise qu'elle aurait pu avoir si je n'avais pas fait ça. Donc, Tu as raison. j'ai un joli regard dessus, mais par contre, j'ai pris ma responsabilité là-dessus, Je trouve de que ne t'as pas raison. rester, tu vois. C'est vrai. Tu sais, parce que sur une rupture très, très douloureuse que j'ai eue, je me souviens qu'on allait, c'est drôle, hein, on allait à chaque fois dans un restaurant de sushi ou alors commander des pizzas et tout. Et pendant je sais pas, pendant 2 ans peut-être, je disais non au sushi et non aux pizzas parce que ça me rappelait trop cette personne. Et tu as raison qu'en fait, si tu te forces à le faire et même dans le même endroit, Ouais. bah, du coup, tu crées d'autres souvenirs qui vont Exactement. par-dessus. C'est pas bête du Exactement. tout. Et en fait, il ne faut pas être prisonnier de sa propre histoire. En fait, c'est ce que j'ai compris avec cette rupture dont je vous parle là, c'est que tu as 2 solutions. Soit tu es prisonnière de ta propre projection sur cette histoire, et donc du coup, c'est le drame de ta vie, voilà, et t'avances pas. Alors, ce qui fait aussi que ça rend l'histoire un peu plus exceptionnelle, parce que tu es prisonnière de cette histoire. Soit tu te dis, écoute, l'histoire était magnifique, j'ai vécu de belles choses, et maintenant je veux être libre. Et dans ces cas-là, tu viens désacraliser tout ce qui peut te maintenir dans cet état, tu vois, de prisonnière en fait. Et moi, je suis très heureuse de l'avoir fait. Et ça n'a pas entaché le doux regard que j'ai sur cette histoire. C'est beau. On restera sur ça aujourd'hui. Désacraliser. C'est pas mal. C'est le truc à bosser. Ouais. Merci les filles pour ce petit Ouais, chai. merci. Toutes les 3. Merci à vous d'avoir été avec nous et on se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode de Chai Latte. À bientôt sur Sister Conseil. Vanille, gingembre, cardamome, des secrets qu'on ne dit à personne. Les mousseux, cœur qui tremble, assieds-toi, viens, faut qu'on parle ensemble.